Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. Alright, let me grab my... Resident Evil 9 n'est toujours pas là. Plus de 4 ans après la sortie du dernier opus en date, toujours aucune nouvelle concrète. Alors on sait que le jeu est en développement, mais on n'a quasiment aucune info sur ce dernier. Style de jeu, protagoniste, nouveau monstre, Capcom n'a absolument rien révélé. Alors pour vous faire patienter, et si on se replongeait dans toute la franchise, jeu, film d'animation, remake, j'ai absolument tout refait jusqu'à même en redessiner toute la chronologie pour préparer un futur projet qui arrivera sur la chaîne, un essai vidéo sur la saga de films de Paul W.S. Anderson. Alors débranchez votre cerveau, prenez-vous un truc à graille parce que ça va être très long. Aujourd'hui on plonge dans un univers de zombies, de leakers, de tyrans, dans un monde où le gouvernement bombarde des mariages, où des mecs se transforment en mouches géantes pendant que d'autres se battent dans des volcans. Aujourd'hui, on va voir toute l'histoire de Resident Evil. Des montagnes arclées aux ombres de rose en passant par Terra Grigia, que vous soyez un puriste ou que vous ne connaissiez aucun jeu, bienvenue à vous. Mais avant de commencer à parler du premier jeu, on doit d'abord revenir aux origines de plein de trucs, sinon vous allez rien comprendre. Chapitre 1, Mère Miranda et le Megami-7. Notre histoire commence en août de l'année 1919 dans un petit village perdu dans les montagnes de l'Europe de l'Est. Le monde sort alors de la Première Guerre mondiale mais est rapidement confronté à un nouveau fléau, la grippe espagnole. L'épidémie est juste terrible et fait entre 30 et 50 millions de morts, et justement dans ce fameux village en Europe, une petite fille du nom de Eva vient de succomber à la maladie, laissant alors sa mère Miranda dans une profonde tristesse. Mais elle, c'est une biologiste, et elle est d'ailleurs venue en aide plusieurs fois aux habitants de son village, gagnant ainsi le respect et le surnom de Mère Miranda. Mais rien à faire, la perte de sa fille est trop dure et elle part se laisser mourir dans une grotte aux alentours, où elle va découvrir un nouvel organisme encore jamais vu auparavant, le Megami-7. Elle va entrer en contact avec l'espèce de moisissure qui en sort et développer une intelligence inouïe. Plus tard, elle va découvrir en faisant des recherches que cet organisme a pour capacité de pouvoir stocker la mémoire de tous ceux qui sont entrés en contact avec. Et ça comprend même la mémoire de personnes mortes, ce qui veut dire que si tu le touches, l'organisme va stocker ta conscience comme une sorte de cloud. Miranda a donc un nouvel objectif, une nouvelle raison de vivre, étudier le Megami-7 et sa moisissure pour trouver un moyen de ressusciter sa fille. Parce que oui, apparemment la conscience de cette dernière serait déjà dedans. Miranda doit donc maintenant trouver l'hôte parfait pour ramener sa bien-aimée, et elle va enchaîner les expériences pendant des années. On est maintenant dans les années 50, et plusieurs choses se sont passées. Déjà, Miranda a maintenant développé des pouvoirs de mimétisme. Elle peut changer ses cellules pour prendre l'apparence de qui elle veut, et ça encore grâce à la moisissure. Mais faut savoir que celle-ci n'a pas les mêmes effets sur tout le monde. Miranda, elle, a développé ses pouvoirs dont on vient de parler, mais peut aussi se changer en monstre. D'autres personnes vont simplement mourir, d'autres se transformer en loup-garou, en gargouille. Oh non, putain, pas les gargouilles. Et d'autres, eux, vont développer des capacités de régénération. Bref, aucune expérience de Miranda n'a été concluante. Elle n'a toujours pas trouvé l'enveloppe parfaite pour faire revenir sa fille. Mais parmi tous ces échecs, 4 d'entre eux sortent du lot. Les 4 ont acquis des pouvoirs surhumains et sont maintenant considérés comme des seigneurs. Bon, je vais pas tous les citer parce que globalement, on va en reparler dans peut-être 1 heure de vidéo, mais ils sont là. Bon, à un moment, Miranda rencontra un homme à moitié mort dans la neige de ces montagnes. Cet homme, c'est un perso ultra important du nom de Oswald E. Spencer. Mais bon, nous, on va juste l'appeler Spencer pour aller plus vite. Et lui aussi est un biologiste, sauf qu'on va voir qu'il est encore plus taré que Miranda. Les deux vont rapidement devenir super potes, et Spencer va littéralement devenir l'apprenti de cette dernière. Ils vont étudier le Megami-7 ensemble, mais un jour, grosse embrouille. En fait, les deux n'ont absolument pas les mêmes ambitions. Alors ok, Miranda a tué plein de personnes pour ses expériences, mais c'était simplement pour ressusciter sa fille. Alors que Spencer, lui, il se considère comme supérieur à tout le monde. Il a pour projet de faire évoluer l'espèce humaine afin de créer une nouvelle race dont il serait évidemment le dieu. Ah bah je vous l'ai dit, ce mec est complètement taré et vous allez voir que c'est le cas pour quasiment tous les méchants de Resident Evil. Mais bon, suite à la dispute, il va rentrer dans son pays initial. Il va quand même garder une certaine forme d'estime pour les travaux de sa collègue. Alors même, et on va le voir plus tard, jusqu'à réutiliser le logo de ses 4 seigneurs par signe de respect. Chapitre 2, la naissance d'Umbrella. Bon, avant de continuer, il faut que je vous parle vite fait de la tribu Ndipaya. En gros, il y a très longtemps, en Afrique de l'Ouest, elle a construit une sorte de gigantesque cité souterraine à l'intérieur d'énormes grottes. Et un peu plus tard, cette même tribu a découvert des sortes de fleurs qui poussaient pas loin de là. Ces fleurs seront appelées plus tard les escaliers du soleil, et l'endroit où elles poussent, le jardin du soleil. Et celle-ci contenait en fait un virus ultra mortel. Très vite, certains Ndipaya ont commencé à bouffer la fleur parce que je suppose qu'ils avaient que ça à foutre. Et bah, ils sont tous morts, sauf un. Un seul a survécu au virus contenu dans la fleur, et celui-ci a développé des capacités physiques surhumaines, force, vitesse, intelligence et surtout une espérance de vie nettement supérieure à la moyenne. Ainsi, cet individu est devenu le chef de la tribu, et du coup, bah si vous avez bien compris, c'est comme ça que la tribu change de chef au fur et à mesure. Un membre mange la fleur et s'il survit au virus, bien joué, c'est toi le nouveau chef. Le problème, c'est qu'après, la tribu a commencé à faire un peu de la merde. Ils se sont dit que ce serait une bonne idée de donner la dite fleur à des animaux pour pouvoir les booster pour les prochaines guerres. Le problème, c'est que les animaux en question sont devenus tellement balèzes qu'ils ont commencé à tuer toute la tribu. Du coup, les Ndipaya n'ont pas eu d'autre
d'autre choix que d'abandonner leur cité souterraine pour vivre dans les marécages à la surface. Le downfall est terrible, hein, vraiment. Laissant alors leur ancienne ville tomber en ruine. Bon, c'est bon, on peut reprendre où on s'était arrêté dans la chronologie avec Spencer qui se barre de chez Miranda. De retour chez lui, il découvre en 1966 un livre qui lui apprend l'existence de la tribu Ndipaya et de leur rite avec les escaliers du soleil. Et il en déduit que tout ça serait dû à un virus présentant la fleur qui serait capable de modifier l'ADN. Du coup, en septembre de la même année, Spencer et son pote Edward Ashford, accompagnés de James Marcus, se rendent sur les lieux et mettent la main sur les escaliers du soleil. Et le 4 décembre, leur hypothèse est confirmée. Ils vont donc extraire le virus et le baptiser Virus Progenitor. Suite à ça, James Marcus et un de ses élèves retournèrent chez eux aux États-Unis pour cultiver la fleur contenant le virus. Pendant ce temps, Spencer, lui, lance de son côté la construction d'un laboratoire souterrain situé sous la ville de Raccoon City. Et évidemment, en même temps, d'un manoir servant à le dissimuler. Edward Ashford, quant à lui, commence à étudier avec son fils Alexander les échantillons du virus Progenitor qu'ils viennent de ramener. Seulement, nos deux amis vont rapidement être confrontés à un problème, le virus en question n'est plus compatible avec l'être humain. Tout simplement parce que nos gènes d'hommes modernes sont devenus trop faibles comparés à ceux de nos ancêtres. Edward Ashford propose alors une nouvelle solution, le projet Virus-T, qui a pour but de créer un nouveau virus capable d'éviter ce problème d'inadaptation. On est maintenant en 67 et après tous les tests possibles et inimaginables, Marcus et son élève doivent se rendre à l'évidence s'ils n'arrivent pas à cultiver le virus Progenitor. En fait, les plantes poussent mais à l'intérieur il n'y a aucune trace de ce qui nous intéresse. C'est alors que Spencer leur propose une idée. Créer une société qui servirait à dissimuler toutes leurs recherches. Et le 10 novembre de la même année, deux souches variantes du Progenitor sont créées et injectées dans des cobayes humains. La souche A chez Jessica Trevor et la souche B chez sa fille Lisa, alors âgée de 14 ans. La mère meurt mais la fille survit et devient alors un sujet de test pour le projet Virus-T. En 68, Spencer, Marcus et Edward Ashford fondent enfin leur société de couverture, Umbrella Corp. Une multinationale dirigée dans les recherches pharmaceutiques mais qui va au final avoir pas mal de casquettes différentes, notamment dans l'informatique, l'armée, l'aérospatiale, la cosmétique et bien d'autres. Selon Daily, il y aurait même des puffs en préparation. Mais quoi qu'il en soit, Umbrella est né et peu après sa création, Edward Ashford mourut à cause d'une exposition prolongée au virus. Et en 69, Alexander Ashford, son fils, commença la construction d'une base spéciale en Antarctique, qui lui servira pour son nouveau projet répondant au nom de Code Veronica. Projet ayant pour but de se focaliser sur le gène qui contrôle l'intelligence. Et puis 2 ans plus tard, en 71, Alexander devient le père de 2 enfants, Alfred et Alexia Ashford. En 78, Marcus injecta le virus Progenitor dans ses sangsues et acheva alors ses recherches sur le virus T. Il était enfin prêt. Et si vous vous demandez ce qu'il fait, pour faire simple, il transforme quasiment tous les infectés en zombies. Toujours la même année, son centre de formation situé à Raccoon City ferme ses portes et ses deux meilleurs élèves, Albert Wesker et William Birkin, sont donc transférés au laboratoire de Spencer dans la même ville. Sauf que Marcus commença à rentrer dans un délire paranoïaque. Ses serrures ont été crochetées, certains de ses documents falsifiés, ce qui est un peu en train de lui faire péter un plomb. C'est simple, hein, à ce moment-là, il se méfie d'absolument tout le monde, sauf de ses deux petits chouchous, Birkin et Wesker. Et grave erreur, puisque c'est ces deux-là qui vont le trahir, le tuer, puis le jeter avec ses précieuses sangsues 10 ans plus tard en 88. Pourquoi ils ont fait ça? Et bah tout simplement parce qu'ils obéissent en réalité à Spencer, qui lui voulait s'emparer des recherches de Marcus. Mais là on vient de faire un saut de 10 ans dans le futur, sauf que du côté de la famille Ashford, il s'est passé énormément de trucs, donc on va revenir dessus. Chapitre 3, la famille Ashford. Après la mort de son père, Alexander fit énormément baisser la réputation de sa famille, car juste beaucoup moins intelligent que son paternel, même si bon, c'est quand même lui qui a découvert le gène qui régulait l'intelligence, mais bon. Il a ensuite développé une obsession plutôt chelou sur son ancêtre, Veronica Ashford. Bizarre, gros. Il ne jure que par un seul projet, la ressusciter. Il va alors mélanger l'ADN de cette dernière au gène qu'il a découvert juste avant qui lui permet de réguler l'intelligence. Et voilà le résultat, deux jumeaux, Alfred et Alexia. Le premier est tout ce qu'il y a de plus banal malgré une intelligence un peu supérieure à la moyenne. Mais sa sœur, elle, est un véritable génie. Une intelligence jusqu'ici jamais vue à tel point qu'à seulement 10 ans, elle devient la chef de la base en Antarctique. Seulement, problème pour Alexander, le père, qui est maintenant terrifié par une seule chose, que le public apprenne les origines de ses enfants, hein, c'est-à-dire manipulation génétique, etc., etc. Du coup, il va cacher toutes ses recherches sur le sujet dans une salle secrète de la base d'Antarctique. Seulement 10 ans plus tard, Alfred, son fils, tombe dessus. Et c'est simple, il va craquer en découvrant qu'en réalité, il n'est qu'une vulgaire expérience de plus. Alexander, lui, commence sérieusement à s'inquiéter aussi, mais pour sa fille. Car elle est obsédée par le nouveau virus qu'elle vient de créer, le T Veronica. Et celui-là, il est quand même balèze en vrai. En gros, son plan est assez simple, s'injecter le virus et le libérer dans le monde entier. Mais pas de chance, son père a mis au point une arme ultra puissante pour l'arrêter si jamais elle venait à mettre son plan à exécution. Alfred, toujours choqué d'apprendre ses origines, décide d'emprisonner son papa et de l'utiliser comme sujet de test pour le T Veronica. Sauf qu'il va muter, se transformer en monstre qu'on va appeler plus tard Nosferatu. Il sera alors enchaîné et enfermé dans la base en Antarctique. Et Alexia, elle, va s'injecter son propre virus comme prévu. Mais elle expliquera à son frère qu'elle va se cryogéniser pendant 15 ans afin que le virus puisse se développer correctement dans son corps sans danger. Parce que si elle commence à se transformer comme son père, c'est un peu relou, je pense.
Chapitre 4, Raccoon City et le Stars. Et nous voilà dans le dernier petit chapitre d'introduction avant de vraiment commencer l'histoire des jeux, mais en vrai il reste quand même nécessaire. Bon, un peu plus tôt j'ai évoqué la ville de Raccoon City, mais je suis allé très vite, donc là on va s'attarder un peu dessus. Globalement c'est une petite ville située au Midwest des USA, il faut savoir que quand même, pour une petite ville, il y a ce qu'il faut pour passer le temps. On a des bars, des stations-service, un hôpital, un zoo, un beffroi et un commissariat, bref... il y a de quoi faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la ville est en collaboration avec Umbrella. C'est eux qui fournissent pas mal de nouvelles technologies, grâce à eux on a eu l'hôpital, ils fournissent aussi pas mal de taf aux gens, et histoire de pallier à la hausse de crime, ils ont même créé en partenariat avec la police de la ville une unité spéciale appelée le Stars. Bon, pour faire simple, le Stars, c'est une sorte de commando spécial dirigé par la police de Raccoon City, qui a la particularité d'embaucher à la fois des anciens militaires comme Chris Redfield ou Barry Burton, mais aussi des civils diplômés comme Rebecca Chambers. Et en gros, ce commando est divisé en deux équipes de 6 membres. L'équipe Bravo, composée de Rebecca et d'autres personnes, dont on se fout un peu, ils vont crever. Et aussi de l'équipe Alpha, quand elle est composée de Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton et du chef Albert Wesker. Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Bon, en vrai, histoire de vous faciliter la compréhension de tout ce bordel, je vais devoir vous spoil, mais pour la faire simple, il fait double jeu. D'un côté, il travaille pour Umbrella, et de l'autre, il est capitaine des Stars. Chapitre 5, Resident Evil 0. On peut enfin commencer le premier jeu de la chronologie avec Resident Evil 0 qui commence dans la soirée du 23 juillet 98. Alors qu'un train d'Umbrella se fait attaquer par de mystérieuses sangsues mutantes pendant qu'un méchant très méchant observe la situation du haut d'une colline. 2 heures plus tard, l'équipe Bravo du Stars est envoyée dans des montagnes près de Raccoon City pour enquêter sur une affaire qui fait pas mal de bruit depuis un moment. En effet, plusieurs cas de cannibalisme auraient été rapportés à la police, c'est donc pour ça que l'équipe Bravo intervient, sauf qu'en se rendant sur les lieux, leur hélicoptère se crache, ils doivent donc atterrir dans une forêt aux alentours. Très vite, Rebecca Chambers, la nouvelle recrue du Stars, découvre le fameux train d'Umbrella à l'arrêt. Elle rentre dedans et découvre que les passagers se sont transformés en zombies. Tout ça, c'est dû au sangsues de tout à l'heure, infecté par le virus T, celui de Marcus, qui permet de se transformer en mort-vivant. Après, évidemment, ça, Rebecca l'ignore. Elle se fera néanmoins sauver d'une attaque de sangsues par un inconnu, Billy Cohen, un ancien officier ayant tué 23 personnes et qui doit être exécuté. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Eh bah, le van qui le transportait a eu un accident, ce qui lui a permis de s'enfuir. Nos deux personnages décident de s'allier, mais le train redémarre. Alors qu'est-ce qui se passe, putain? C'est en fait Wesker et Birkin qui sont derrière tout ça. Ils ont envoyé des soldats pour détruire le train et ainsi faire disparaître toute preuve possible du virus T. Mais ils vont se faire tuer par les sangsues avant d'avoir pu accomplir leur mission. Après ça, le train se crache dans un endroit inconnu. C'est en fait l'ancien centre de formation de Marcus, celui qui a fermé après sa mort. En le fouillant, Rebecca et Billy vont tomber sur pas mal de monstres, comme des zombies, des singes zombies ou encore des araignées géantes. Pendant ce temps, Wesker révèle à Birkin qu'il a pour projet de trahir Umbrella afin de rejoindre une société rivale, C'est-à-dire que le gars joue un triple jeu. Suite à ces déclarations, Birkin lui fait part de son souhait de quant à lui rester, pour tout simplement continuer ses recherches sur un nouveau virus, le virus G. Mais celui-là on va en parler beaucoup plus tard. Mais pendant que les deux parlaient, Rebecca se fait quant à elle attaquer par un tyran. Ah oui, alors, les tyrans. Pour faire simple, c'est censé être un nouveau type d'arme biologique conçu pour être ultra fort, mais surtout d'être développé en masse pour potentiellement les vendre au gouvernement dans le but de les envoyer sur le champ de bataille. Mais par chance, le modèle qui se dresse face à Rebecca n'est qu'un prototype. Elle arrive à le mettre KO, même s'il reviendra plus tard lorsque nos protagonistes visiteront l'usine d'eau d'Umbrella. Et là encore, il mordra la poussière. Billy et Rebecca finissent enfin par attraper l'homme au sangsues qui se révèle être Marcus. Personne ne s'y attendait. En réalité, quand il s'est fait assassiner en 88, la reine des sangsues est entrée en lui pour le ramener à la vie et lui donner ses nouveaux pouvoirs. Maintenant, son ambition, c'est de se venger d'Umbrella. Nos héros le battent, tentent de s'enfuir par un ascenseur, mais Birkin active le mécanisme d'autodestruction de l'installation. Ils se font alors rattraper par Marcus qui a muté pour devenir la reine des sangsues, mais trouve son point faible, le soleil. Ils ont réussi à se barrer et Rebecca laisse alors Billy s'enfuir, tout simplement parce que son dossier est faux. Il n'a jamais tué 23 personnes, tout ça c'était juste un coup monté. La nouvelle recrue des Stars décide alors de partir en direction du manoir Spencer, et concernant Wesker, ses plans sont simples. Attirer l'équipe Alpha dans la bâtisse et leur lâcher un tyran sur la gueule pour voir s'ils vont survivre et surtout tester ses aptitudes au combat. Thank you, Rebecca. Chapitre 6, Resident Evil 1. Étant donné qu'on n'a plus de nouvelles de l'équipe Bravo, et bien c'est l'équipe Alpha qui sera envoyée sur le terrain pour voir ce qui se passe. Ils trouvent l'hélicoptère de leur collègue, mais le pilote est mort. Ils se font alors attaquer par des chiens zombies et courent se réfugier dans une bâtisse non loin d'ici, le manoir Spencer. Ils ne peuvent pas sortir à cause des chiens, et nouveau problème, leur pilote d'hélico Brad s'est enfui sous le coup de la peur. Ah oui, et pour ne pas arranger les choses, Chris qui était pourtant avec eux il y a 10 secondes a disparu. En d'autres termes, c'est la merde. Un coup de feu retentit, Jill et Barry vont voir pendant que Wesker sécurise la zone et nos partenaires tombent sur une flaque de sang dans la salle à manger. L'agent Valentine continue seul et tombe sur un zombie en train de bouffer un membre de l'équipe Bravo. Barry le tue mais Wesker a lui aussi disparu. Décidément, il se passe des choses bizarres ici.
Nos deux personnages se séparent pour chercher les autres et Jill remarque que le manoir entier porte le logo d'Umbrella. Est-ce qu'ils auraient quelque chose à voir avec tout ça? Non, non. Bon, alors évidemment, nous on le sait puisqu'on voit tout dans l'ordre chronologique, forcément ça gâche un peu de mystère, mais notre protagoniste, elle est dans le flou total. En faisant des recherches, elle tombe sur un de ses collègues dévoré par des corbeaux, puis sur un autre toujours en vie mais empoisonné. Alors on peut aller chercher un sérum pour le soigner, hein, mais je vous mens pas, j'ai eu un peu la flemme, il peut très bien aller se faire enculer. Et puis dans tous les cas, juste après, elle se serait fait bouffer par un serpent géant, donc bon débarras. Bref, Jill trouve ensuite le capitaine de l'équipe Bravo qui lui révèle qu'il y a un traître parmi les Stars, mais se fait tirer dessus avant d'avoir pu dire quoi que ce soit. Puis Wesker lui fait remarquer que Barry a un comportement plus que chelou. Elle pense donc que c'est lui le fautif. Et les deux commencent donc à s'embrouiller avant d'être interrompus par Lisa Trevor. Alors, rappelez-vous, elle et sa mère ont été capturées par Umbrella qui leur a injecté le virus Progenitor. Sa mère est morte, mais elle a survécu, a muté et a totalement perdu la raison. Jill et Barry réussissent à s'en débarrasser et notre protagoniste laisse filer son collègue, espérant pouvoir à nouveau lui faire confiance. En fouillant dans les documents du manoir, elle apprend toute la vérité à propos d'Umbrella, le virus T et les armes biologiques qu'ils ont créées, comme ces espèces de cafards chelous ou même le serpent de tout à l'heure. Et puis elle découvre le fameux laboratoire secret et retrouve Chris toujours en vie, enfermé dans une cellule. Jill va ensuite rejoindre Barry au fin fond du labo et Wesker en train de faire on ne sait quoi sur un ordinateur. On découvre alors tout, c'est lui le traître et il a menacé de tuer la famille de Barry si celui-ci n'obéissait pas. Du coup c'est pour ça qu'il paraissait aussi bizarre depuis le début. Wesker a en fait reçu pour ordre de faire exploser le manoir pour éliminer toute preuve des activités criminelles d'Umbrella. Mais avant, il libère comme prévu un tyran. Et il va se faire exploser par ce dernier. Mais aux portes de la mort, il s'injecte un mystérieux sérum qui lui fait développer des pouvoirs et il réussit à s'enfuir. Quoi qu'il en soit, Jill bat le tyran, libère Chris et tout le monde se barre. Mais il faut faire vite car le manoir s'apprête à exploser. Surprise, Brad, le pilote de l'hélico, a décidé de revenir les chercher. Mais le tyran fait son comeback et se fait tuer une bonne fois pour toutes. Tout le monde réussit à s'enfuir en hélico, mais c'est pas fini pour Wesker. Il tue définitivement Lisa Trevor et réussit à s'enfuir grâce à ses nouveaux pouvoirs. Chapitre 7, Resident Evil 3, 2 et 3, oui dans cet ordre-là, la chute de Raccoon City. Après les événements du manoir Spencer, tous nos survivants, donc Chris, Jill, Barry, Rebecca et Brad se réunirent pour tenter d'expliquer au chef de la police ce qu'ils ont vu. Et tout ça dans le but d'accessoirement ouvrir une enquête, mais Irons, leur supérieur, ne les crut pas et refusa leur requête et finira même par dissoudre les Stars. En fait tout ça s'explique car Brian Irons, le chef de la police, est en réalité soudoyé par Umbrella, du coup il les couvre. Et ça va faire chier nos héros. Rebecca, elle, va laisser tomber les armes et la police jusqu'à carrément quitter Raccoon City. Chris quant à lui était déterminé à faire couler la société pharmaceutique, mais pour ça, il lui fallait le plus d'infos possible sur ses ennemis. C'est alors qu'il partit enquêter seul de son côté en Europe au siège principal d'Umbrella, rejoint un peu plus tard par Barry. Et évidemment, ne voulant pas inquiéter sa sœur, Chris décidera de ne rien lui dire pour éviter de la mettre en danger. Mais, et Jill dans tout ça? Eh ben, elle a décidé de pour l'instant rester à Raccoon City pour voir si elle pourrait trouver de nouveaux indices, pour plus tard rejoindre Chris et Barry en Europe. Birkin dans tout ça continue de bosser avec sa femme sur son nouveau virus, le virus G, qui comme le T permet de créer des mutations chez son hôte, mais peut maintenant lui permettre de se régénérer, et ça c'est fort. Son nouveau bébé étant bientôt achevé, Birkin rentre en contact avec l'armée américaine, leur promettant de leur envoyer le virus G en échange de protection. Sauf que ça va rapidement arriver aux oreilles d'Umbrella, qui sont pas du tout contents. Ils vont donc envoyer l'USS, une équipe de militaires privés, pour récupérer le virus. Parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Umbrella est tellement puissante qu'ils ont même leur propre service militaire. Mais nous, dans cette histoire, on va surtout en retenir que deux. L'USS, donc ceux qui sont partis dépouiller Birkin, et l'UBCS, dont on parlera un peu plus tard. Bref, le frérot, il est acculé, il se fait même tirer dessus, il est laissé pour mort par les hommes d'Umbrella qui se barrent avec une mallette contenant des échantillons du virus T et G. Sauf que notre scientifique n'a pas dit son dernier mot. Il s'injecte le G, mais le virus ne se stabilise pas dans son corps et le fait muter. Il part donc traquer l'URSS reparti dans les égouts. Mais pendant le combat, des rats se font infecter par le virus T, ce qui aura des conséquences terribles par la suite. En tout cas, toute l'escouade s'est faite massacrer à l'exception d'un seul, Hunk, qui a réussi à s'échapper avec les échantillons et à les remettre à Umbrella. Mais on a un énorme problème, les rats qui viennent de se faire infecter par le virus T. Ils se sont barrés et ont commencé à infecter des humains. Arrive donc ce qui devait arriver le 28 septembre 98. Jill est atteinte d'un sévère symptôme post-traumatique dû aux événements du manoir. Elle se fait espionner, n'ose plus sortir chez elle et enchaîne les cauchemars, même si elle s'apprête à rejoindre Chris et Barry en Europe dans quelques jours. Dans la nuit du 28 septembre, après un autre cauchemar, elle reçoit un appel de Brad lui ordonnant de s'enfuir immédiatement. Et... elle réussit à semer le monstre et découvre que Raccoon City est infesté de zombies. La faute aux rats dont on parlait juste avant. L'épidémie se propage à une allure tellement folle que la ville tout entière a dû être mise en quarantaine. Notre protagoniste, elle, réussit à rejoindre Brad en ville qui va lui apprendre que ce tyran spécial appelé Nemesis ne s'attaque qu'aux membres du Stars. Il va mourir comme une merde et notre monstre va rattraper Jill. Heureusement, elle se fait sauver par Carlos, un agent de l'UBCS. La deuxième équipe militaire d'Umbrella qui va nous intéresser. En gros, eux ne sont absolument pas au courant des agissements illégaux de leur patron. Ils sont juste là pour faire évacuer le plus de civils possible afin qu'Umbrella garde une bonne image aux yeux du monde. Jill va
péter un plomb. Jill va réussir à réactiver le courant du métro et le train peut enfin démarrer. Mais Carlos, lui, doit rester pour terminer sa mission. Localiser un scientifique présent en ville qui aurait synthétisé un remède pour l'épidémie du virus T. Devant le commissariat de Raccoon City, il croise Brad, cette fois-ci transformé en zombie, qui vient de mordre un flic et celui-là, retenez-le par pitié, il est important. Il tue le mort-vivant et reçoit un appel de Jill qui est dans la merde. Alors, son train, il a démarré, mais un passager clandestin s'est incrusté, Nemesis. Le chef des l'UPSS se sacrifie alors pour nous permettre de nous échapper, faisant ainsi derrière notre seul moyen de nous libérer de ce cauchemar. Ah oui, et je l'ai pas dit, mais un autre membre de l'équipe, Nikolai, se révèle être en fait un traître. Nemesis mute et affronte Jill en 1v1 Gare du Nord. Elle réussit à se barrer mais se fait infecter par le poison du tyran et tombe dans les pommes. Le virus T coule maintenant dans ses veines. Carlos la trouve et l'emmène à l'hôpital non loin d'ici, sauf que le scientifique qu'il cherchait est déjà mort, mais le remède, lui, toujours présent. Il l'injecte donc sur Jill, mais il faut maintenant attendre 2 jours avant qu'elle se réveille. Il décide donc d'attendre à ses côtés, sauf que gros problème, il allume la télé et découvre que la ville sera bombardée et rayée de la carte dans 2 jours, pour tout simplement éviter que l'épidémie se propage. Et d'ailleurs, hop, pause rapide juste pour vous dire que si vous avez l'occasion de jouer au Resident Evil 3 original de la PS1, faites-le. Je l'ai découvert pour cette vidéo, il est franchement 1000 fois mieux que son remake qui est atroce. Dans la nuit du 29 septembre, donc le lendemain, Claire arrive à Raccoon City dans le but de retrouver son frère Chris, dont elle est sans nouvelles depuis des mois. Ah bah oui, parce que le frérot il s'est barré en Europe et il a absolument prévenu personne de sa famille. Ah, c'est normal qu'elle s'inquiète la pauvre, attends, je la comprends moi. Elle arrive donc dans une station-service infestée de zombies et se fait sauver par Léon Kennedy. Enfin lui, putain. Un jeune policier totalement hors retard pour son premier jour de travail. Tous deux partent pour le commissariat de la ville, un ancien musée réputé pour être un refuge en temps de crise. Et là la crise elle est au max là. Ils se font séparer mais promettent de se retrouver à l'intérieur du bâtiment. Léon rencontre alors Marvin, un lieutenant venant se faire mordre, et c'était lui tout à l'heure avec Brad, vous en rappelez j'espère. Il donne du stuff à Léon et lui fait promettre de ne pas faire les mêmes erreurs que lui. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Notre héros continue sa route et c'est maintenant Claire qui arrive dans le hall. Elle tue Marvin alors transformé en zombie et elle découvre le journal de son frère Chris dans les bureaux du Stars. Elle apprend alors la vérité, qu'il est parti enquêter en Europe, là où résident les quartiers généraux d'Umbrella. Elle va ensuite rencontrer Sherry Birkin, une petite fille perdue dans les sous-sols et poursuivie par un horrible monstre qui s'avère être William. C'est original, hein. Son propre père devenu à moitié taré à cause du virus G. Claire réussit à le battre et continue sa route avec la petite. Léon, lui, vient de se faire sauver d'une attaque de chiens zombies par Ada Wong, qui proclame être un agent du FBI envoyé pour enquêter sur les méfaits d'Umbrella. Un peu plus loin, notre héros va rencontrer un journaliste emprisonné par le chef de la police, Irons, pour avoir enquêté sur Umbrella lui aussi. Mais alors que Léon lui parle, il est tué par un autre tyran, Mr. X, qui lui a été envoyé pour récupérer un échantillon du virus G et accessoirement tuer tous les survivants présents au commissariat. Ada et Léon forment alors une alliance dans le but de eux aussi trouver un échantillon du G afin de pouvoir prouver les expériences d'Umbrella. De leur côté, Claire et Sherry arrivent au parking où elle rencontre Irons, le fameux chef de la police complètement corrompu par Umbrella, qui kidnappe la petite et l'emmène à l'orphelinat de la ville. Claire parvient à les suivre, mais une fois arrivée, assiste à la mort du chef qui se fait déchiqueter par un parasite. On a compris la ref les gars. Elle retrouve Sherry et les deux s'enfuient par les sous-sols de l'orphelinat. Mr. X commence à les poursuivre mais se fait empaler par Birkin qui n'est toujours pas mort apparemment. Et bien sûr le monstre fait chuter l'ascenseur dans les égouts et Claire s'évanouit. Léon et Ada, eux aussi dans les égouts, toujours à la recherche du virus G, tombent nez à nez avec Annette Birkin, donc la mère de Sherry et femme de William. Et elle semble connaître Ada. Lui tire dessus mais c'est Léon qui va prendre la balle, s'évanouissant sur le coup. L'agent du FBI continue sur lui mais tombe dans un piège et finit blessé. Grosse merde. À son réveil, Claire, putain... J'en ai marre de switch de perso toutes les 10 secondes par pitié. À son réveil, Claire rencontre Annette qui lui révèle la vérité sur tout ce qui se passe, la contamination de la ville, son mari qui se transforme en monstre, mais aussi que Sherry est infectée par le virus G et que c'est à Claire de retourner dans le labo de William pour trouver le vaccin. Léon se réveille et sauve Ada, puis les deux partent en direction également du laboratoire de Birkin. Ada, trop blessée, va demander à Léon de continuer seul. Il va enfin trouver le virus G, mais va se faire attaquer par William qui n'a décidément pas envie de mourir toujours. Il va le faire fuir et retomber sur Annette qui va lui révéler qu'en fait Ada n'est pas du tout un agent du FBI mais en réalité un mercenaire qui compte revendre le virus G à qui voudrait bien le lui acheter. Elle admettra qu'en effet, c'est bien le cas. Léon se sent trahi et le protocole d'autodestruction du laboratoire s'active. Quand soudain, Annette tire sur Ada, la faisant tomber dans le vide, elle et le virus. Enfin bref, plus une seconde à perdre puisque l'installation va exploser. Et Claire, avec le vaccin, réussit à soigner Sherry, tandis que sa mère lui fait ses adieux, succombant à toutes les blessures qu'elle a accumulées. Notre héroïne et la petite trouvent un train d'évacuation, mais William revient pour à nouveau se faire battre par Claire, pendant que Léon se débarrasse une bonne fois pour toutes de Mr. X. Le train démarre, tout le monde se rejoint, et Birkin encore. Mais cette fois, c'est la dernière. Et nos 3 survivants ont réussi à s'en sortir, ils se sont échappés de Raccoon City et se promettent de continuer leur lutte contre Umbrella. So, is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we will.
On est le 1er octobre et on arrive bientôt à la fin du chapitre, hein, je vous le promets. Jill se réveille enfin guéri et synthétise à son tour une dose de vaccin pour le virus T. Mais cela fait voler par ce gros traître de Nikolai, qui l'envoie se battre en 1v1 contre Nemesis afin d'enregistrer les données du combat pour les revendre. Et oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais Nikolai est en fait un agent double et ne travaille pas du tout pour Umbrella mais pour des sociétés rivales. Elle va tuer définitivement le monstre et arriver sur le toit où un hélico l'attend, mais aussi l'autre connard qui vient de détruire le vaccin du virus T. Elle le blesse mortellement et se barre en hélico avec Carlos. Sauf que Ada Wong n'est pas morte, et encore mieux, elle a un échantillon du virus G. Wesker entre alors en contact avec elle et lui donne l'occasion de s'enfuir par hélicoptère, car il s'intéresse grandement au G et à ses effets. Ainsi, le 1er octobre 1998, Raccoon City se fait bombarder et est rayé de la carte, sous les yeux de Jill Valentine, ancien membre des Stars, qui se jura alors de détruire Umbrella. Chapitre 8, Code Veronica. Le 27 décembre, 3 mois après la disparition de Raccoon City, Claire Redfield est toujours à la recherche de son frère Chris, infiltre un laboratoire parisien d'Umbrella, mais se fait capturer et envoyer à Rockford Island, une île pénitentiaire leur appartenant. Oui, parce qu'apparemment ils ont aussi des îles. À son réveil dans une cellule, un homme approche, la libère pour lui dire qu'elle peut partir, que c'est la fin de la prison car un commando mystérieux vient d'attaquer l'île. Claire va très vite se rendre compte que le virus T a été répandu, transformant quasiment tout le monde en zombie, sans oublier quelques armes biologiques présentes, comme un ver géant ou encore les Bandersnatch que j'aime aussi appeler les fils de pute. Des tyrans Eco-Plus conçus pour être fabriqués à la chaîne. Claire va rapidement faire la rencontre de Steve Burnside, un jeune lui aussi emprisonné par Umbrella qui a profité de la pagaille pour s'évader. Plus loin, elle découvre que la société espionne son frère Chris et qu'en plus de ça, il est activement recherché par la multinationale. Elle va aussi en profiter pour envoyer un mail à Léon afin que ce dernier envoie de l'aide pour venir les chercher, elle et Steve. En tout cas, les deux vont se séparer, notre protagoniste va tomber sur cette bâtisse et en rentrant, elle va se faire attaquer par Alfred Ashford, qui est le commandant de l'île. Il va l'accuser d'être responsable de tout ce bordel, donc l'attaque de l'île par un commando, la libération d'armes biologiques et du virus T, alors qu'en réalité tout ça c'est de la faute de Wesker qui va bien lui péter la gueule avant d'être appelé ailleurs. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Et pourquoi il a attaqué cette île? Eh bah gardez ça dans un coin de votre tête, on va en parler plus tard. Claire va ensuite découvrir le manoir de la famille Ashford et y rencontrer Alexia. Mais elle est censée être endormie pour pouvoir permettre au virus T Veronica de correctement se développer dans son corps. Alors c'est qui ça? Eh bien en fait c'est son frère Alfred déguisé. En gros il a développé une nouvelle personnalité prenant les traits de sa sœur. Claire et Steve ils vont réussir à s'enfuir de l'île en avion. Mais dans la soupe de celui-ci, un tyran s'est incrusté. Et il a été libéré par Alfred lui-même. Redfield réussit à s'en débarrasser, seulement notre schizophrène préféré utilise le pilote automatique de l'avion pour les cracher dans la base d'Umbrella située en Antarctique, qui elle aussi a visiblement été infectée par le virus T. Après avoir localisé une base de recherche australienne, il décide de s'y rendre mais tombe nez à nez avec Nosferatu qu'ils réussissent à tuer. Alfred, mourant, décide de réveiller sa sœur Alexia, cette fois-ci la vraie, alors en pleine hibernation. Et avec ses pouvoirs, elle détruit le véhicule de Steve et Claire pour pouvoir les maintenir en captivité. De son côté, Léon a bien reçu le mail de son ancienne partenaire de Raccoon City et l'a transmis à Chris, qui a donc décidé d'abandonner sa mission en Europe pour retrouver sa sœur. Il arrive donc à Rockford Island, l'île du début, mais aucune trace de celle qu'il cherche. En revanche, il va tomber sur Wesker. Va y avoir un combat, évidemment Wesker gagne et on apprend alors pourquoi il a foutu le bordel sur l'île. Il est en fait à la recherche du virus T Veronica, le même qui coule dans les veines d'Alexia. Il épargne à Chris et tous deux partirent de leur côté dans la base de l'Antarctique. L'un pour récupérer un virus mortel, l'autre pour sauver sa sœur. Et une fois là-bas, il la retrouve inconsciente, puis Alexia les sépare. Claire part à la recherche de Steve, mais c'est déjà trop tard. Il a été infecté par le T Veronica, a muté et a perdu le contrôle jusqu'à presque tuer son ami. Mais il reprend ses esprits, lui avoue son amour avant de mourir. En tout cas, en bas, c'est la merde pour Chris, il doit affronter Alexia dans sa nouvelle forme, il réussit à la battre et enclenche le système d'autodestruction de tout le complexe. Mais elle revient sous forme de monstre et Chris réussit à la tuer avec le canon à ion, l'arme qu'avait mis au point son père si jamais elle devenait folle. Et puis, combat final, l'ancien agent du Stars contre Wesker, et il va se faire dégommer avant de faire diversion pour se barrer avec sa sœur en avion. Les Redfield ont réussi, ils sont finalement sains et saufs. Mais faut pas crier victoire trop vite car Wesker a finalement réussi à se procurer un échantillon du virus T Veronica sur le cadavre de Steve. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now, let's finish this once and for all. Chapitre 9, l'opération Javier et la chute d'Umbrella. Qu'est-il arrivé à Léon après Raccoon City?
Eh bien, il est devenu agent gouvernemental, et pendant l'été 2002, il est envoyé en mission dans un petit pays d'Amérique du Sud pour arrêter un homme, Javier Hidalgo. Un baron de la drogue ayant pris le contrôle d'une grande partie de la jungle, de plus, il aurait été en contact avec un ancien chercheur d'Umbrella. En raison de la potentielle dangerosité de la mission, Léon est accompagné ici de Jack Krauser, un agent surentraîné et pas mal médaillé. Arrivés au village, nos deux zigotos vont rapidement avoir affaire à des zombies, mais surtout, vont tomber sur cette jeune fille, Manuel Hidalgo, la fille du baron de la drogue. Il fait quoi ton père dans la vie? Oh bah, il vend du shit. Malheureusement, celle-ci est atteinte d'une maladie très rare et est maintenue en vie grâce au virus T. Veronica qui lui est fourni par son père. C'est donc pour cette raison qu'il est en contact avec un ancien d'Umbrella. Léon et Krauser vont parvenir à retrouver Javier qui a fusionné avec une plante mutante infectée par le virus. Il se fait tuer, mission accomplie, tout le monde est content. Manuela fut placée sous la garde du gouvernement, mais Krauser, lui, fut viré de l'armée américaine suite à une blessure pendant le combat. Et un peu plus tard, Léon a pris la mort de son camarade dans un accident de voiture. Bon, pour faire simple, là c'est la merde pour Umbrella. Leurs actions sont en chute libre, énormément de leurs employés ont été tués et pour ne pas arranger les choses, des concurrents font leak leurs secrets et activités illégales. Ils se tapent des procès qu'ils vont perdre, ce qui fait fermer toutes leurs usines sauf une, la toute dernière située en Russie. En février 2003, Wesker s'y rend, pareil pour Jill et Chris qui ont quant à eux entre-temps rejoint une organisation anti-bioterrorisme. Dès son arrivée, Wesker perd pas de temps et infecte l'usine avec le virus T. Il rencontre Sergei Vladimir qui, pour la faire simple, tire les ficelles de pas mal de trucs. C'est un des cadres supérieurs d'Umbrella mais également un des meilleurs officiers de Spencer. Il était là dans Resident Evil 0, Raccoon City, bref, il est là cette année, hein. Et il envoie ses deux gardes du corps, les Ivan, des tyrans intelligents, pour affronter Wesker. Pas de chance, il les bat et retrouve Vladimir dans la salle de contrôle de l'usine, où il se transforme en monstre à l'aide du virus T. Et il se fait tuer par l'ancien capitaine des Stars, qui en profite d'ailleurs pour se connecter sur l'ordinateur d'Umbrella, pour voler à la fois toutes leurs archives, documents et données. Tout est maintenant entre les mains de Wesker. Il peut donc créer un nouvel empire. Il se promet alors qu'un jour, il retrouverait Spencer et deviendrait celui qui inaugurerait un nouveau monde. Un monde où il serait l'équivalent d'un dieu. De leur côté, Chris et Jill ayant infiltré l'usine font face à l'arme biologique ultime d'Umbrella, le T-Halos, qu'ils vont finalement réussir à battre. C'est donc la fin d'Umbrella, la dernière usine ferme et ils sont déclarés coupables pour tous leurs méfaits. Ainsi, une chasse à l'homme à l'échelle planétaire démarre dans le but de retrouver Spencer, le dernier fondateur encore en vie de l'entreprise. Sauf que Wesker, lui, s'est lié avec une nouvelle organisation, Tricell, elle aussi dans le commerce pharmaceutique, et grâce à toutes les infos d'Umbrella qu'il leur fournit, elle ouvre une section dédiée aux armes biologiques. D'ailleurs, en parlant de ça, leur apparition se multiplie sur le marché noir, donnant alors naissance à l'âge du bioterrorisme. En tout cas, la même année, en 2003, fut fondé le BSA par Jill Valentine, Chris Redfield et Clive O'Brien, afin de lutter contre l'explosion justement de ce bioterrorisme. L'organisation est financée par le FPC, un groupe de sociétés médicales condamnant ces pratiques illégales. Les demandes de mission pour le BSA explosent, ce qui leur permet d'ouvrir des bureaux un peu partout dans le monde, notamment aux USA, en Europe, en Afrique, mais aussi en Océanie. Mais avant de continuer, il faut que je vous parle de Terra Grigia, la première ville aquatique du monde, étant alimentée par un gigantesque complexe solaire. Mais ça va pas durer, puisque Ilveltro, une nouvelle organisation terroriste, apparaît et s'oppose au développement de la ville. Ils vont libérer un virus et lâcher des armes biologiques. Très vite, le FBC, une organisation qui se bat contre les menaces terroristes, arrive, et un peu plus tard, sont rejoints par le BSA, sauf que c'est déjà trop tard, la ville est perdue. La décision est alors prise de la détruire avec l'aide de son propre complexe solaire, ainsi son bras Terra Grigia, tout comme Raccoon City en 98. Et enfin, un peu plus tard, le FBC annonça avoir démantelé Ilveltro, le groupe derrière cette tragédie. Chapitre 10, Resident Evil 4. Automne 2004. Ashley Graham, la fille du président des États-Unis, a été kidnappée. C'est donc à Léon d'aller la chercher. Il est envoyé dans un petit village reculé en Espagne, lieu où elle aurait été aperçue pour la dernière fois. À peine arrivé, il quitte les deux policiers locaux avec lui pour interroger un habitant, qui se révèle avoir un comportement assez chelou. Il s'attaque à Léon, qui le tue, mais ce dernier va remarquer que ce n'est pas un zombie. Par contre, les deux policiers de tout à l'heure ont disparu. Notre protagoniste va sauver un loup dont la patte est bloquée dans un piège à ours et continuer son chemin jusqu'au village où... Ah bon, bah on a retrouvé les flics. Les villageois sont sans pitié, mais heureusement une cloche retentit et ils s'arrêtent mystérieusement tous pour reprendre leurs activités normales. Léon apprend par Unigan, un agent du gouvernement qui va l'épauler à distance pendant tout le jeu, que les habitants font partie d'un culte, Los Illuminados, contrôlé par un homme du nom de Sadler, qui les a infectés d'un parasite qu'on appellera Las Plagas, une bestiole qui permet aux dominants de pouvoir contrôler et donner des ordres à distance à toute personne étant infectée. D'ailleurs, pendant un combat de boss, Léon se fera aider par le loup qu'il a sauvé juste avant, au début du jeu. Thanks, bud. Oh putain. Notre héros va finalement arriver dans une église où s'est caché Ashley. What do we do? Your father trusts me. And I need you to trust me too. And do exactly as I say.
I'm gonna get you home safe. Il devient alors responsable de sa sécurité. Mais on a un problème. Luis Serra, un ancien chercheur d'Umbrella en quête de rédemption, les informe qu'ils ont été infectés par un plagas. Une course contre la montre débute alors, avec pour objectif de trouver un moyen de se débarrasser du parasite avant que celui-ci ne prenne le contrôle de leur cerveau et leur force à obéir à Sadler. Un peu plus loin, arrivé dans un immense château, le duo est séparé, et Léon tombe sur Ada, présente ici car elle est sous les ordres de Wesker, qui lui cherche à acquérir un échantillon de plagas dominant, c'est-à-dire la race capable de contrôler toutes les personnes infectées par le parasite. Et Luis, ce goth, va se prendre un couteau dans le dos et mourir. Le responsable, Krauser. Et oui, car il est en fait pas mort. Après l'opération Rivière, il s'est fait virer de l'armée, car jugé inapte au combat à cause de sa blessure. Il s'est donc allié à Wesker qui a soigné son bras et lui est devenu très fidèle. Ce dernier l'a même envoyé, comme pour Ada, chercher un échantillon de plagas dominant. Mais Krauser, conscient de la puissance qu'un tel organisme pourrait lui apporter, a décidé de s'auto-infecter histoire de devenir ultra fort. Ah oui, et c'est même lui qui a kidnappé Ashley à la base. Bon, le temps que je raconte mes conneries, Léon a commencé à se battre avec Salazar, et pour faire simple, à la base, les plagas appartenaient à sa famille. Mais il s'est fait manipuler par Sadler et lui a donné les parasites. Notre héros va le tuer pour ensuite partir à la recherche d'Ashley qui a été capturé et emmené sur une militaire appartenant à la secte. Il élimine Krauser pour de bon, retrouve la fille du président et les deux réussissent à enlever leur plagas grâce à une opération chirurgicale. Et se retrouvent finalement face à Sadler, le grand méchant. Mais stop, au final c'est quoi le plan de ce dernier? Pourquoi il fait tout ça? Bon, ça vous aura pas échappé hein, mais déjà il est fou et il souhaite dominer le monde entier en utilisant des plagas. À commencer par les États-Unis, c'est pour ça qu'il a demandé à Krauser de kidnapper Ashley, pour l'infecter elle, puis le président, puis le monde entier. Le combat final débute alors, Léon versus Sadler qui s'est transformé en monstre, et tout ça avec l'aide d'Ada, qui vient de lui balancer un giga lance-roquette. Il vient à bout du monstre, récupère le fameux plagas dominant, mais rappelez-vous, Wesker aussi le veut. C'est pour ça qu'il a engagé Ada et Krauser à la base. Et justement, la mercenaire, elle pointe son flingue sur Léon, le forçant à lui donner le parasite et se barre en hélico. Putain, elle vit vraiment pour les caméras quand même. Hein. Finalement, Léon et Jet-Ski se barrent sur une Ashley. Finalement, Léon et Ashley se barrent sur un jet-ski et l'île explose parce que comme à chaque fin de jeu, un truc doit exploser. La mission est accomplie, la fille du président est sauvée, les méchants sont morts et Ada a trahi Wesker en lui refilant qu'un plagas normal. Mais contre toute attente, il va quand même récupérer son échantillon dominant sur le cadavre de Krauser. Mission accomplished, right? Mission accomplished. And you're home safe. Thank you for saving me. Come on. Let's go home. Chapitre 11, Resident Evil Révélation. En 2005, un an après la disparition de Terra Grigia, le groupe terroriste Il Veltro ressurgit d'entre les morts. Afin d'enquêter à ce propos, Clive O'Brien, le directeur du BSAA, envoie Chris Redfield et sa nouvelle partenaire Jessica dans une chaîne montagneuse en Finlande qui, d'après les rumeurs, abriterait leur cachette. Mais une fois arrivés, les deux agents perdent le contact avec le QG du BSAA. Étant sans nouvelles, Jill et son nouveau coéquipier Parker décident de partir à leur recherche et sont persuadés qu'ils sont quelque part en mer. Ils arrivent donc sur un navire, le Queen Zenobia. De leur côté, Chris et Jessica, toujours en montagne, sont témoins d'un crash d'avion. Ils vont voir, et le pilote est mort et dans un sale état. Ils continuent plus loin mais se font attaquer par des loups infectés par un nouveau virus, le T-Abyss, qui a la particularité de faire gravement muter des parties du corps de la victime. Enfin du moins si j'ai bien tout compris, mais je vous avoue que là, même pour moi, ça devient un peu chaud. À la sortie de la grotte, Chris et Jessica tombent enfin sur une base aérienne utilisée par Veltro. Peu après, leur chef, O'Brien, réussit à reprendre contact avec eux et les informe que Jill et Parker ont disparu en mer. Et tout ça en voulant les retrouver et qu'ils auraient peut-être été capturés par Veltro. Ni une ni deux, notre héros planifie une nouvelle mission pour sauver sa partenaire et trouve les coordonnées d'un bateau. Ils s'y rendent avec Jessica, mais au cours de leur recherche, ils comprennent qu'ils se sont trompés de navire. Bah bravo. Hein. Ils retrouvent ensuite le vrai, donc le Queen Zenobia, mais se font attaquer parce qu'il s'apparente à un Kraken. What the fuck. Et ils rencontrent finalement Jill et Parker dans la salle du casino. Chris et Jill partent ensemble au labo du navire pour arrêter le virus T-Abyss avant qu'il ne contamine l'océan. Pendant que Parker et Jessica, eux, vont tenter d'arrêter le naufrage du bateau. Une fois au labo, ils arrêtent effectivement le virus, mais découvrent qui est derrière tout ça. Le patron du FBC. Et c'est même lui qui a fourni à Veltro les fonds nécessaires pour détruire Terra Grigia l'année dernière. Il est en réalité le cerveau de tout ce bordel, et ça, O'Brien le sait. Et alors là, ça devient encore plus compliqué, je vous jure, ça m'a pété le crâne. O'Brien savait que le chef du FBC était un traître, il lui fallait juste des preuves, alors il a fait croire que Veltro, le groupe terroriste, était de retour. Jusqu'à même créer une fausse base aérienne en Finlande. Et le fait que tout ça se soit orchestré dans le seul but de piéger le patron du FBC, il va le dire à Jill et Chris. Et eux, justement, après avoir tué le Kraken et un tyran, ont réussi à trouver des vidéos qui prouvent que lui, c'est un connard, et lui,
il est gentil. Du coup, O'Brien a réussi à prouver que lui c'est un fou et qu'il a littéralement fait détruire une ville. Et pour ça, il a été récompensé. De ce fait, le BSAA est absorbé par l'ONU et devient une branche des Nations Unies. Après, je vous mens pas, j'ai aucune notion en politique, hein, donc je sais absolument pas ce que ça veut dire, mais apparemment c'est bien. Pendant que le FBC, privé de son chef, coule et tombe dans la disgrâce. Et c'est la fin de Resident Evil Révélation. Ce jeu, scénaristiquement, c'est un énorme bordel, vous avez même pas idée. J'ai dû couper plein de moments ultra compliqués, à un moment je me suis perdu dans le scénario, j'ai cru que j'allais exploser. Je vous promets, c'est incompréhensible, je suis désolé si je vous ai perdu, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, mais là, c'est... Oh. Chapitre 12, Dégénération et Infinite Darkness. Préparez vos gouttes pour les yeux, on parle là du premier film en CGI de la licence et ça ultra mal vieilli, c'est affreux. Après les événements de Code Veronica, Claire Redfield a rejoint une organisation pour les droits humains du nom de TerraSave. Leur but, c'est d'aider les victimes du bioterrorisme en distribuant par exemple des médicaments, des ressources ou en aidant juste la population. Enfin bref, vous voyez le genre. En novembre 2005, l'aéroport de Harvardville est victime d'une attaque de virus T et d'un crash d'avion. Le bâtiment est mis en quarantaine, Claire et quelques autres survivants sont donc piégés à l'intérieur. Le gouvernement envoie un agent fédéral, Léon, et il va justement rencontrer cette meuf, Angela Miller, elle est aussi présente pour évacuer les civils piégés. Il sécurise la zone et soudain des camions de Will Pharma arrivent sur les lieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont là, pour soigner les victimes potentielles. Mais leur véhicule explose mystérieusement. Nos deux héros vont se séparer, Léon part avec Angela et Claire avec ce gars qui travaille pour Will Pharma. Kennedy va découvrir que le frère d'Angela, Curtis, un ancien militaire anti-Umbrella, vient de menacer de libérer le virus T dans tout le pays. Si les responsables de sa création présents au gouvernement ne se dénoncent pas. Claire arrive à Harvardville et découvre que Will Pharma a pour projet de créer un vaccin antivirus G. Ensuite une bombe explose, Léon et Angela arrivent, tout comme Curtis déjà présent. Ils s'injectent le virus G, commence à muter en un horrible monstre. Léon s'en débarrasse et on découvre alors la vérité. Ce mec là qui essaie de créer un vaccin contre le G est en fait un traître. Il a récupéré des échantillons du T et G et gère en réalité un trafic de virus. Il se fera arrêter à la fin du film. Et quant à Will Pharma, pareil, des gros traîtres qui profitent du bioterrorisme pour faire des profits. Bon après, ce film de merde étant fini, on peut maintenant passer à la mini-série Infinite Darkness qui est un peu mieux. En 2006, Claire, alors en mission au Penhamstan, découvre que le pays sortant d'un conflit meurtrier aurait été victime d'attaques d'armes biologiques. Ah oui, en fait, là, on va re-switch de perso toutes les 10 secondes. Peu après, la Maison Blanche subit une cyberattaque et se fait envahir par des zombies. Léon se pointe, sauve la situation. On découvre très vite que tout ça, ça serait lié à la Chine. Après de rapides retrouvailles entre nos protagonistes, l'agent fédéral est envoyé en mission à bord d'un sous-marin pour trouver des indices. Cette fois, accompagné de Chen Mei et de Jason, un ancien héros de guerre ayant justement combattu pendant le conflit du Penhamstan. Et ce conflit, on n'a pas fini d'en parler, puisque Claire commence ses recherches sur l'équipe Mad Dogs, un commando spécial envoyé sur place dans les années 2000. Arrivé en Chine, Léon découvre que Chen Mei et Jason font en réalité double jeu. Leur objectif, révéler au public que Wilson, le secrétaire de la défense américaine, est en réalité un connard. Car il a été impliqué dans la guerre du Penhamstan, a en réalité orchestré l'attaque de la Maison Blanche pour ensuite accuser la Chine. Les deux proposent alors à Léon de les rejoindre, mais il refuse et se fait attaquer. Plus tard, Chen va donner à Léon les infos nécessaires pour pouvoir condamner Wilson, et Claire, elle, va se faire capturer par ce dernier en voulant le confronter à ses actions. Le président Graham s'apprête à annoncer un accord avec le Penhamstan, alors que Léon arrive au labo de Wilson, découvre que celui-ci élève des super soldats en scred. Jason apparaît, se transforme en monstre, infecte Wilson et tue Chen avant de se faire battre par Léon qui venait de sauver Claire. Après tout ça, le président conclut son discours et Léon parle tranquillement avec son ancienne partenaire qui va lui demander de lui remettre la puce contenant les preuves que Wilson est un connard. Mais il refuse de lui donner, préférant finir lui-même. Redfield repart donc tout ronchon. Chapitre 13, Lost in Nightmare. Albert Wesker est au sommet de sa forme. Il a accumulé énormément de richesses et de ressources et possède des échantillons de chaque virus et parasite. Seulement, sa soif de pouvoir n'était pas comblée. Pendant des années, il s'interrogeait concernant les véritables motivations de Spencer. Il découvrit alors que son ancien maître et dernier fondateur d'Umbrella encore en vie se cachait dans un château en Europe. Il s'y rend donc dans l'espoir d'avoir des réponses à ces questions. Spencer révéla alors que les armes biologiques n'étaient qu'une partie de son plan pour faire évoluer la race humaine. Pour le mettre à exécution, il avait besoin de 3 choses. Le virus progenitor, vous l'avez pas oublié j'espère, Umbrella pour pouvoir financer ses travaux, et enfin 2 personnes partageant ses idéaux quand une nouvelle espèce d'être humain verrait le jour. Ainsi, Wesker découvrit ses origines des paroles du vieil homme. Il y a longtemps, Spencer a recueilli des centaines d'enfants venant de parents à l'intelligence supérieure, afin de leur laver le cerveau et leur inculquer ses valeurs. Ils furent ensuite placés sous des foyers sous la vigilance d'Umbrella, et reçurent tous le même nom de famille, Wesker. Spencer injecta ensuite un virus prototype à tous les enfants et tous en moururent sauf 2, Albert et une autre, mais celle-là j'en parlerai plus tard. Il fut ensuite muté au centre de formation de Raccoon City, et la suite, vous la connaissez, Albert Wesker sait maintenant tout et décide de tuer le vieil homme, effaçant alors la dernière trace d'Umbrella. Mais il décidera tout de même de mener à bien la vision de son maître, en projetant de faire évoluer la race humaine et en devenant leur dieu. Mais au même moment, Jill Valentine et Chris Redfield sont sur les traces de Wesker et Spencer. Un combat débute et c'est un massacre, ils se font dégommer, et la Goat décide de se sacrifier pour tuer Wesker et sauver son partenaire. Chapitre 14, Resident Evil 5. 3 ans plus tard, en 2009, Chris Redfield, devenu alors un des membres les plus actifs et respectés du BSAA, entendit parler d'une vente d'armes biologiques qui aurait lieu prochainement à Kijuju, en Afrique. Arrivé là-bas, il est chargé d'arrêter Ricardo Irving, le présumé vendeur. Mais avant ça, fait la rencontre de Sheva Alomar, sa nouvelle partenaire pour l'occasion. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield.
Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. On leur fournit alors les coordonnées de l'échange et du stuff, sauf qu'ils vont très vite se faire attaquer par les habitants du village, un peu comme Léon à l'ancienne. Ils vont rapidement découvrir que les habitants sont infectés par une nouvelle version améliorée des Plagas, qui à peine ingérée transforme directement son hôte en marionnette. Ils font ensuite face à un monstre atteint d'un nouveau virus, le virus Ouroboros, un des plus dangereux. En gros, si vous êtes contaminé, soit vous mourrez instantanément, soit vous vous transformez en masse informe, soit vous êtes compatible et vous survivez. GG go next. Chris et Sheva réussirent enfin à trouver Irving, mais il parvient à s'échapper à l'aide d'une mystérieuse femme masquée. Redfield trouva ensuite des documents secrets, dont un avec une photo de Jill récente. S'ensuivent pas mal de péripéties, mais on y est, Irving est enfin à leur merci. Il s'injecte un Plagas dominant, ce qui le fit muter, mais bon, vous en doutez, il se fait tuer 10 secondes après, et révèle à Chris que toutes les réponses qu'il cherche se trouvent dans les grottes non loin d'ici. Une fois arrivé, il tombe sur les ruines de la cité Endipaya, et plus tard sur un labo rempli de capsules. Il ouvre celle de Jill, mais rien du tout. Apparaît alors sur un ordi et que c'est là une proche de Wesker. Il la traque et bingo, cette fois accompagné de notre antagoniste et de la femme masquée, qui se révèle être en fait Jill Valentine, bien vivante et contrôlée par une espèce de scarabée rouge présent sur sa poitrine. Un 2v2 commence alors, Jill et Wesker versus Chris et Sheva. 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play. Une fois le scarabée enlevé, la Goth s'excuse auprès de Chris pour toutes ses actions et l'implore de continuer sans elle, pour arrêter Wesker avant qu'il ne mette son plan à exécution. Et son plan, le voici. Diffuser le virus Ouroboros dans toute la planète à l'aide d'un missile balistique. Ainsi, les faibles, donc incompatibles avec le virus, meurent et les survivants héritent de la Terre, et évidemment Wesker serait leur dieu, sinon c'est pas drôle. Le duo rattrape ensuite Excella qui fait tomber une mallette spéciale contenant des seringues. Jill les appelle alors pour les prévenir qu'on peut battre Wesker. En fait, le virus qu'il s'est injecté doit régulièrement être stabilisé avec les seringues qu'ils viennent de récupérer. Seulement, s'il se tape une overdose, on peut l'affaiblir et potentiellement le fumer. Nos héros le suivent dans son avion, un combat éclate, Sheva frôle la mort et le fight finit littéralement dans un volcan où Wesker mute à cause du virus Ouroboros. Redfield le tue enfin et tout le monde se barre d'ici grâce à Jill qui a ramené un hélico. Dans la foulée, Chris réalisa ce pourquoi il se battait. Au fond de lui, il savait que c'était qu'une question de temps avant qu'un mec comme Wesker ne réapparaisse. Il décida alors de se remettre à travailler en équipe pour former une nouvelle génération prête pour l'arrivée de ce jour. Chapitre 15, Resident Evil Révélation 2. En 2011, Claire participe à une fête organisée par TerraSave, en compagnie de Moira Burton, la nouvelle recrue et fille de Barry Burton, ex-membre du STARS. Mais elles se font soudain attaquer par des militaires qui leur tirent dessus et les kidnappent, elle, Moira, plus quelques-uns de ses collègues. Les deux amis se réveillent dans une prison, font le tour des lieux, combattent des monstres et arrivent à une tour de communication. Moira laisse alors un message de détresse pendant que Claire découvre avec stupeur qu'elles sont toutes les deux bloquées sur une île totalement perdue. D'ailleurs, chose que j'ai oublié de mentionner 3 fois rien, mais nos protagonistes sont à la merci d'un méchant se faisant appeler la Sentinelle, et on leur a injecté un virus qui permet de les faire muter violemment si elles ont trop peur. Mais 3 fois rien. Se dirigeant vers une tour énorme, elle rencontre sur le chemin une petite fille mystérieuse portant elle aussi un bracelet. Ensuite un hélico se crash, et la petite elle est plus là, c'est... Bon. Claire et Moira réussissent à accéder à la tour par les égouts mais découvrent une liste rédigée par Neil, le chef de TerraSave, avec le nom de tous les employés présents pendant la soirée. Ainsi, le patron est donc un énorme traître. Il travaille en réalité pour l'ancien patron du FBC. Son but, sacrifier ses collègues de TerraSave avec le virus Ouroboros pour créer une épidémie et prouver au monde qu'il est nécessaire de faire revenir le FBC. Seulement il se fait à son tour trahir par le grand méchant et infecté par l'Ouroboros. Il combat Claire mais évidemment se fait tuer et elle arrive enfin devant l'antagoniste final qui n'est nul autre que Alex Wesker. En gros tout à l'heure j'ai parlé des origines d'Albert et j'ai dit qu'il y avait un autre enfant qui avait survécu au programme de Spencer. Et bah c'est elle. Sauf qu'elle va se tirer une balle dans la tête, ce qui va enclencher le système d'autodestruction de la tour. Moira, prise au piège, se fait abandonner par Claire qui tombe à la mer. À son réveil, elle est à l'hôpital et annonce à Barry que sa fille est sûrement morte. N'arrivant pas à le croire, il part seul en quête de l'île où elles étaient captives. Il reçoit le message d'appel à l'aide de tout à l'heure et en arrivant rencontre une petite fille qui se nomme en réalité Natalia et qui a la capacité de détecter ses ennemis à distance. Quoi qu'il en soit, ils se dirigent tous deux vers les ruines de la tour. Barry va apprendre sur le chemin que l'enfant était en réalité présent lors de la destruction de Terra Grigia et que c'est à ce moment-là qu'elle a perdu ses parents, ce qui fait d'elle une orpheline. Une fois à la tour, Alex Wesker, cette fois-ci muté à cause du virus Ouroboros, est là, toujours vivante et décidée à les tuer. Ils arrivent à s'enfuir mais elle les rattrape et Moira, elle, est finalement toujours vivante. Ils arrivent à faire sortir le monstre de la grotte et Claire est là et lui tire dessus au lance-roquettes. Tout est bien qui finit bien. Nos héros se barrent en hélico, Barry décide d'adopter la petite et le BSA arrive de leur côté pour faire le ménage. Chapitre 16, Resident Evil Damnation. En 2011, des rumeurs prétendent que les armes biologiques seraient utilisées dans une guerre civile en République slave de l'Est, qui oppose des indépendantistes au gouvernement. Léon est envoyé sur place pour vérifier, rencontre un de ses contacts qui est déjà à moitié mort, la faute à ce gars, Buddy qui apparemment contrôle des liquors, et à son pote JD qui sont tous les deux des indépendantistes. Les deux capturent notre héros et en parallèle, Ada Wong rencontre Svetlana, la présidente du pays. Cette fois, la mercenaire se fait passer pour un agent du PSA et explique à Madame le principe des plagas dominants pouvant contrôler les basiques. Arrivé devant une église, JD libère Léon,
Léon, il implore d'arrêter Buddy. Obsédé par sa haine du gouvernement, il ne reconnaît même plus son ami. D'ailleurs, comment ça se fait qu'il puisse contrôler des liquors? Bah, c'est assez simple, il a en fait ingéré un parasite lui permettant de leur donner des ordres, comme s'il ne s'agissait que de simples chiens. Par contre, ce parasite a pour malus d'énormément affaiblir le corps de son hôte. L'agent Kennedy va rencontrer Ada en ville qui va l'informer que le gouvernement va bientôt bombarder la ville dans l'espoir d'arrêter les indépendantistes et leurs armes biologiques. En rentrant à l'église de tout à l'heure, il découvre que celle-ci s'est faite attaquer et il doit malheureusement tuer JD, infecté par un plagas. Svetlana vient de découvrir qu'Ada n'est pas du tout du BSA, mais qu'elle travaille en réalité pour une organisation secrète voulant s'approprier un échantillon de plagas. Bref, les deux se battent et à la fin du film, Ada et Léon se rejoignent, puis la présidente pète un câble et libère 2 tyrans pour les tuer. Notre protagoniste réussit à en tuer un et se fait sauver par un renfort aérien. Svetlana démissionne ensuite de son poste et met fin à la guerre du pays. Buddy, quant à lui, trop affaibli par son parasite, demande à Léon de l'achever, ayant perdu toute volonté de vivre suite à la mort de son pote et de sa famille pendant le conflit. Ada, elle, a réussi à voler le plagas, mais n'est pas tout à fait sûre de vouloir le rendre à son client. Chapitre 17, Resident Evil 6. Oh non, non, non. On attaque l'opus le moins aimé de la licence. On est le 24 décembre 2012 en Edonie et Jack Muller, le fils d'Albert Wesker, me demandez pas comment c'est arrivé, j'en ai absolument aucune idée, se voit contraint de travailler en partenariat avec Sherry Birkin, la petite de Raccoon City maintenant adulte, travaillant pour le gouvernement et ayant aussi des capacités de régénération. Elle doit l'extraire du pays car le sang de Jake contient un anticorps pouvant créer un vaccin contre le virus C, qui pour la faire courte est un mélange entre le T Veronica et le virus G, qui permet aux zombies de garder une grosse partie de leur intelligence pour pouvoir utiliser des armes, se coordonner pour attaquer en groupe. Bon, en vrai, c'est le même principe qu'un plagas. Nos deux héros se retrouvent également pourchassés par une nouvelle arme biologique, Ustanak, une sorte de Nemesis Eco Plus ayant pour mission de capturer Jake. Pendant ce temps, toujours dans le même pays, une équipe du BSAA dirigée par Chris et Pierce Nivan est envoyée pour se débarrasser de la population infectée par le virus. Leur équipe se fait décimer par Ada Wong. Ouais, alors, je spoil vite fait pour que ce soit un peu plus compréhensible, mais gardez en tête que c'est pas la vraie Ada, qui apparemment travaille pour une nouvelle organisation, Neo Umbrella, souhaitant détruire le monde, rien que ça. Alors oui, vous l'aurez remarqué, en plus d'être bien débile, ce jeu a la particularité de bien recycler les idées des anciens épisodes. Suite à tout ça, Chris s'exile, devient amnésique et se tape un syndrome post-traumatique. Sherry et Jake de leur côté s'écrasent dans les montagnes et se font capturer par Ada pendant à peu près 6 mois. 29 juin 2013, le président des États-Unis prévoit de révéler au public la vérité sur l'incident de Raccoon City, ainsi que les relations pendant cette période entre le gouvernement et Umbrella. Cependant, le lieu où il se trouve est attaqué. Le virus C est libéré, infectant alors le président. Léon, déjà présent sur place avec Elena, se voit contraint de le tuer. Il découvre alors qui est derrière tout ça. Derek Simons, le conseiller à la sécurité nationale, étant affilié à Neo Umbrella. Les deux simulent leur mort, découvrent qu'il y a bel et bien 2 Ada Wong, la vraie et celle avec Neo Umbrella, et partent ensuite en Chine pour traquer Simons dans l'espoir de lui péter la gueule. Sherry et Jake réussissent enfin à s'échapper de leur captivité et découvrent qu'ils sont justement en Chine. Pratique. Chris, alors de retour au BSA, est lui aussi en Chine, évidemment accompagné de Pierce et d'une nouvelle équipe dans le but de capturer Ada. Ayant été informés par Léon, Chris et Pierce se dirigent vers un porte-avions et détruisent des missiles chargés du virus C. Léon, Elena, Sherry et Jake se rejoignent ensuite et confrontent Simons sur son implication dans tout ce bordel. Et celui-ci se fait infecter par le virus C avant d'admettre que c'est bien lui qui a fait assassiner le président. Parce que soi-disant maintenir la sécurité nationale, blablabla, je suis très méchant. Léon et Elena battent temporairement Simons qui a muté et apprennent ensuite que Sherry et Jake ont encore été capturés. Peu après, un missile contenant le virus C s'écrase en ville et déclenche une nouvelle épidémie. Chris et Pierce se rendent dans une sorte de labo où ils parviennent à libérer les 2 zigotos, mais se battent maintenant avec une nouvelle arme biologique. Pierce, gravement blessé, s'injecte le virus C qui le fait muter et ensemble ils battent le monstre. Seulement, conscient du danger de sa mutation, il pousse Chris dans une capsule de sauvetage et se sacrifie pour faire exploser la base avec ses pouvoirs. Jake et Sherry tuent finalement Ustanak et on découvre que la fausse Ada est en réalité une ancienne scientifique transformée en un clone de la fameuse mercenaire par Simons. La fausse s'injecte une puissance dose du virus C, mute et se bat contre la vraie qui la tue. Ada, quant à elle, ira juste après aider Léon et Elena pendant leur combat final contre Simons transformée en moue géante. Putain de merde. Bien sûr, notre héros le tue. Ça y est, on y est, je crois qu'on peut dire qu'il a eu sa revanche. C'est donc fini. Léon et Elena continuent leur travail. Chris a affronté son traumatisme ainsi que sa culpabilité et reste avec le BSAA. Sherry continue son travail également et Jake se lance dans une nouvelle vie en tant que tueur d'armes biologiques. Chapitre 18, Daughters. Enfin, fille en anglais. Avant de continuer, on va devoir se taper un petit chapitre qui n'a absolument rien à voir avec la trame actuelle de l'histoire, mais pourtant nécessaire pour introduire par la suite le soft reboot de la saga, Resident Evil 7. Le 3 octobre 2014, une énorme tempête éclate dans le sud de la Louisiane. Le 9 octobre, la tempête s'éloigne, mais la pluie, elle, est toujours bien présente, causant même d'importantes inondations, paralysant une grande partie de la région. Jack, le père des Bakers, une petite famille de fermiers habitant non loin de là, découvre un énorme navire échoué, ainsi que le corps d'une femme, Mia Winters, et d'une petite fille, Evelyn. Jack décide de les ramener chez lui pour qu'elle puisse se reposer. Mia récupère dans la caravane de la famille, Evelyn, elle, dans la chambre à l'étage. Le lendemain, la petite se réveille et coupe l'électricité de la maison grâce à de mystérieux pouvoirs. Ils sont à moi. Quoi? Soudain, Marguerite, la mère de famille, commence à devenir folle et attaquer sa fille Zoé. Regarde tous les trésors que ma petite fille m'a donnés.
Jack l'immobilise et demande à ce qu'on aille chercher une corde en bas pour ligoter la mère. Mais une fois revenu à l'étage, lui aussi est devenu fou. Zoé s'enfuit par la fenêtre et part en direction de la caravane où se repose Mia pour savoir ce qui se passe, mais elle dort toujours. On trouve cependant une lettre écrite par ses soins qui nous révèle que Evelyn est une arme biologique ayant pour capacité de pouvoir contrôler l'esprit humain. Elle a été conçue par la société Connection dans l'optique de créer une nouvelle génération d'armes biologiques pouvant être, pour faire très simple, contrôlées à distance. Et pour ce qui est de sa création, il va falloir faire appel à votre mémoire, puisque Evelyn est en fait le fruit du mélange entre un embryon humain et des échantillons de la moisissure sécrétés par le Megamycète, qui pour rappel est l'organisme qu'a découvert Miranda après la mort de sa fille. Alors oui, je sais, vous avez sans doute oublié parce que c'était il y a plus d'une heure, mais vous en faites pas, je vais tout repréciser en temps voulu. Toujours est-il que la famille Baker est infectée par la moisissure d'Evelyn, sauf Zoé qui, si elle veut sauver ses proches, va devoir concocter un sérum spécial. Chapitre 19, Vendetta et Death Island. On reprend donc où on s'est arrêté après Resident Evil 6 avec les deux derniers films de la franchise. Et Vendetta, lui, commence en 2014, alors que Chris poursuit un homme du nom de Glenn Arias, un criminel ayant repris les activités abandonnées par Tricell et Neo Umbrella et voulant se venger du gouvernement ayant lâché une bombe sur sa poire le jour de son mariage, tuant ainsi toute sa famille sauf lui et deux autres de ses potes. Du coup, maintenant, il est dans la contrebande d'armes biologiques. Chris et son équipe arrivent donc dans un manoir au Mexique pour sauver des otages, mais trop tard, ils sont déjà transformés en zombies par notre nouvel antagoniste. 4 mois plus tard, Rebecca étudie un nouveau virus, le virus A, puisqu'on est parti pour faire tout l'alphabet, qui lui a la spécificité de pouvoir rester endormi dans le corps de l'infecté et d'ensuite pouvoir être déclenché. Maria, justement une des personnes ayant survécu au mariage, attaque le labo avec le virus, mais Chris intervient un peu après et sauve Rebecca. Les deux rejoignent Léon, et tous ensemble théorisent sur le fait que le dernier membre encore en vie du culte des Illuminados enverrait des infos à Arias le permettant d'améliorer sans cesse son virus A. Maria et son père Diego, lui aussi survivant du mariage, attaquent le trio et kidnappent l'ancienne Stars. Léon et Chris décident donc de partir la sauver et entre-temps découvrent le plan d'Arias. Il veut diffuser le virus A à grande échelle pour contaminer tout le monde, comme c'est original. Bref, Léon et Chris déjouent ses plans, Diego et Arias fusionnent en tirant, nos héros le battent et sauvent le monde car ils sont trop forts, mais Maria réussit elle à s'enfuir, promettant de venger la mort de son père. Et justement, elle sera présente dans le tout dernier film en animation 3D, Resident Evil Death Island, que j'aime aussi appeler Resident Evil Fanservice. En 2015, Rebecca découvre que 12 personnes sont mortes à cause d'une nouvelle souche du virus T améliorée. Apparemment, toutes ces personnes auraient en commun la même chose, avoir visité la prison d'Alcatraz récemment. Tous nos héros s'y rendent, mais genre vraiment tous, Jill, Léon, Chris, Claire et Rebecca, et le méchant apparaît. En gros, c'est un ancien militaire d'Umbrella présent pendant Raccoon City qui veut se venger car il s'est fait abandonner par la société. Bref, il se transforme en tyran, grosse bagarre avec tout le monde, Maria meurt et Jill tue le méchant car c'est la GOAT. Et j'espère que vous avez bien profité de vos héros préférés car mis à part Chris, c'est leur dernière apparition dans la chronologie. Et c'est pas la meilleure. Chapitre 20, Resident Evil 7. C'est Mia. Elle est pas morte, elle est vivante, elle est de retour. On l'a retrouvée. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mec, ça fait 3 ans. Je sais, mais si c'était bien elle, je vais en avoir le cœur net. Le 18 juillet 2017, Ethan Winters reçoit un mail de sa femme Mia, pourtant disparue et présumée morte depuis 3 ans, qui lui implore de venir la chercher en Louisiane. Il se rend donc seul à l'emplacement indiqué dans le mail, arrivant alors devant la ferme de la famille Baker, tout en ignorant que la région où il venait d'arriver faisait l'objet d'enquêtes suite à une vague de disparitions. Il va rentrer dans la demeure et découvrir au sous-sol sa femme, Mia, enfermée dans une cellule. Mia, Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan? Une fois libérée, celle-ci va se révéler être amnésique, elle entend ensuite des voix, se mutile et attaque son mari qui doit se défendre avec une hache. Ethan reçoit juste après un mystérieux appel de Zoé, la seule de la famille à ne pas avoir été infectée. Elle lui demande de se barrer au plus vite, ce qu'il va faire, mais sur le chemin tombe sur le père, Jack, qui va lui casser la gueule. Bienvenue dans la famille, fiston. Sans le savoir, à ce moment-là, Ethan s'est fait contaminer par la moisissure du Megamycète, mais ça on y reviendra bien plus tard pour comprendre ce que ça signifie vraiment. Quand il se réveille, il est à table avec les Bakers qui, je ne sais pas, veulent peut-être lui faire goûter de la viande humaine. T'as la ref? Mais ils sont interrompus par un shérif qui va permettre à notre héros de se libérer. Le flic se fait tuer par Jack, il y a pas mal de péripéties, et on aura même le droit à un combat de tronçonneuse, oui, comme dans Massacre 2. Bon, par contre, le jeu va falloir que t'arrêtes de titiller le fan de film d'horreur qui est en moi, parce que sinon il va se passer des petites choses entre nous. Zoé, au téléphone avec Ethan, lui explique qu'elle et Mia ont été contaminés par la même substance que sa famille, donc la moisissure, et que s'ils veulent s'enfuir de la propriété, il va devoir créer un sérum pour les soigner. Pour cela, il doit réunir des ingrédients, et le premier d'entre eux, le bras D, se trouve dans une vieille maison en ruine. Il s'y rend, affronte Marguerite, la mère de famille, et s'en débarrasse. Poursuivant alors vers la caravane de la cour où il doit y rencontrer Zoé, mais c'est trop tard, elle s'est faite capturer par son frère complètement fou, Lucas. Il piège notre héros et le force à jouer à un jeu. Arrête, Hero 7.
arrête. Bon, au final, il gagne sans se scier la jambe. Du coup, il rage, il lui jette une bombe et il la renvoie et met KO Lucas tout en récupérant un nouvel ingrédient, la tête D. Il trouve maintenant Mia et Zoé et donne à cette dernière le nécessaire pour concocter le sérum. On a maintenant 2 doses. Seulement, pendant un énième combat avec Jack qui est devenu un monstre, Ethan se voit contraint d'en utiliser une sur le père de famille pour le tuer définitivement. Il doit maintenant faire un choix, sauver sa femme ou celle qui l'a aidé pendant toute cette aventure. J'en ai rien à foutre, je sauve ma femme. J'ai pas fait tout ça pour rien, moi. Bon, en vrai, il est cool parce qu'il va quand même lui promettre d'envoyer de l'aide une fois dehors. Le couple tombera un peu plus loin sur le navire qui transportait Evelyn à la base. Et entre-temps, une sorte de racine du Megami 7 s'y est installée et à ce moment-là, Ethan se lie mentalement avec. Et comme je dis au début de cette vidéo, toute tête qui rentre en contact avec le Megami 7 voit sa conscience sauvegardée à l'intérieur. Notre protagoniste a donc une vision, celle de Jack avant son lavage de cerveau par Evelyn, qui lui implore de libérer sa famille en tuant cette dernière. Et je sais. Je vais pas te faire de mal. J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur. Cette fille, Evelyn, c'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son don. Je l'ai trouvée près de l'épave d'un pétrolier dans le bayou. Elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme. Impossible de lutter. Tu peux pas résister à l'envie de... Écoute, la petite veut juste avoir une famille à elle. C'est elle la clé. Tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête-la. Ethan. Libère ma famille. Je t'en supplie. Et il accepte. Après avoir découvert le labo de Lucas, il lui met au point un poison capable de potentiellement tuer l'arme biologique. Et alors que le jour se lève, le BSAA préparant alors une grande opération se met en route. Le combat éclate entre Evelyn et Ethan. Il arrive à lui injecter le poison, mais l'arme biologique décide de fusionner avec la moisissure, sauvegardant ainsi sa mémoire dedans et donnant naissance à une monstruosité. Le BSAA arrive et un inconnu balance une arme modifiée à Ethan qui parvient à tuer la bête. Cet inconnu, c'est Chris, qui vient de sauver notre héros en lui permettant de rentrer chez lui en hélico. Redfield, lui, reste sur place pour s'occuper de Lucas, toujours en vie. Après tout ça, Zoé, toujours sur place, se fait sauver par son oncle Joey qui crée un sérum à son tour. Les deux se feront par la suite mettre en sécurité par le BSAA et la dernière survivante de sa famille reçoit un appel. Zoé, tu es là? C'est toi? J'y crois pas. Tu t'en es sorti. Ouais, on a réussi. Tu m'as pas oublié. Je t'avais dit que je t'enverrais de l'aide. Et je tiens toujours mes promesses. On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Les Baker l'étaient aussi. C'est cette chose, Evelyn, qui les a rendus comme ça. Il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre. Chapitre 21, Resident Evil Village. Maintenant, en 2020, 3 ans après les événements de la Louisiane, Ethan et Mia ont été envoyés en Europe pour commencer une nouvelle vie avec leur fille Rose. Un soir, Chris arrive avec son équipe chez notre héros, tue sa femme et enlève son enfant. En se réveillant le lendemain, Ethan découvre que le camion de transport a eu un accident et que sa fille n'est plus là. Il continue à marcher à travers une forêt et tombe sur un mystérieux village. Et putain, on est sur PS4, c'est quoi cette folie? Il arrive et découvre très vite que la commune est infestée de lycans. Après avoir trouvé refuge chez des habitants en proie à la paranoïa, l'un d'eux se révèle être une bête. Elena, non! Y'a plus rien à faire! Ethan, partez! Sauvez votre fille! Elena, non! Regardez-moi! Donnez-moi votre main! Ah! Putain de merde! Pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Plus tard, il se fait capturer par Karl Heisenberg qui l'amène devant Mère Miranda, la chef du village et des 4 grands seigneurs de celui-ci. Bon, on vient de citer Heisenberg qui est l'un d'entre eux, mais il y a aussi Lady Dimitrescu, Moro et Donna Beneviento. Tous le résultat des expériences de Miranda cherchant l'enveloppe parfaite pour amener sa fille décédée par la grippe espagnole. Bref, Ethan va échapper à des pièges mortels et s'incruster au château de Dimitrescu dans l'espoir de trouver sa fille. Il tue le seigneur et ses enfants et obtient un mystérieux bocal contenant à l'intérieur la tête de Rose. Néanmoins, le duc, un marchand lui aussi entouré de secrets, lui révèle que tout n'est pas perdu. Miranda voit en fait en Rose l'enveloppe parfaite pour amener sa fille à la vie. Elle a donc divisé le corps de l'enfant en 4 parties et a donné chacune d'entre elles à un seigneur. Si Ethan met la main sur tous les flacons, il pourra ramener Rose. Et il va le faire. Il récupère le morceau chez Beneviento et un autre chez Moro, mais arrivé chez Heisenberg, ce dernier lui propose de s'allier avec lui pour tuer Miranda. Il refuse. Notre héros rencontre ensuite Chris qui lui révèle que Mia, sa femme, n'est pas morte et qu'il s'agissait en fait de Miranda ayant pris son apparence pour lui voler son enfant. Suite à ça, Ethan réussit à tuer Heisenberg. Mais après la bataille, Miranda justement apparaît et lui arrache son cœur.
cœur, le tuant sur le coup. Chris, témoin de tout ça, est dépité et envoie son escouade spéciale chercher Rose pendant que de leur côté, le BSAA distrait Miranda. Redfield descend dans la grotte du village et tombe sur le Megami-7 lui-même. Il fixe une bombe dessus et découvre plus loin un labo où est enfermée Mia. Il la libère et l'informe de la mort de son mari. Elle lui répond alors qu'il ne peut pas être mort. C'est donc le moment où je vous explique tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dans le jeu précédent, Ethan s'est fait contaminer par la moisissure du Megami-7 après s'être fait casser la gueule par Jack. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, il s'est fait tuer. Mais genre, il est vraiment mort, hein, mort de mort. Sauf que la moisissure qui l'a infecté avant ça lui a transmis des pouvoirs de régénération. C'est pour ça que tout au long de l'aventure, il se fait couper des membres mais réussit à les recoller comme si de rien n'était. Seulement, au moment où Miranda lui a arraché le cœur, c'était trop. Ses pouvoirs avaient atteint leur limite, le ramenant une dernière fois à la vie, mais cette fois c'est vraiment la dernière. T'es vraiment trop bête. Evelyn, qu'est-ce que tu fais là? Tu es mort. Miranda m'a tué. Eh non, c'était pas Miranda. T'étais déjà mort. Non, qu'est-ce que tu racontes? À aucun moment t'as trouvé ça bizarre? Malgré toutes les blessures que t'as subies, hein? Souviens-toi. Il y a 3 ans, chez les Baker, t'as été tué par Jack? Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu devrais pas tenir debout. Ta gueule! Ça y est, tu comprends? Ton corps, c'est rien que de la moisissure. Je dois sauver ma fille. Se réveillant à l'arrière de la charrette du duc, il le remercie une dernière fois pour l'aide qu'il lui a apportée et partit en direction de l'hôtel où Miranda a prévu de sacrifier Rose. Contre toute attente, l'enfant de notre héros n'était lui non plus pas la bonne enveloppe. Faisant alors réapparaître le bébé, Miranda, folle de rage, se transforme en boss de From Software, mais se fait battre. Malheureusement, Ethan, trop affaibli par l'utilisation de ses pouvoirs, confia Rose à Chris qui partit avec, se sacrifiant alors pour permettre de détruire le Megami-7. Chris annonça alors la mauvaise nouvelle à Mia, et un des hommes de son escouade lui révèle que les agents du BSA envoyés sur place étaient en réalité des armes biologiques. Ils décidèrent alors de partir en direction du QG européen du BSA pour leur poser quelques questions. Et c'est donc sur ce lever de soleil que se termine Resident Evil Village. Chapitre 22, les ombres de Rose. 16 ans plus tard, donc en 2036, Rose Winter a grandi sous la protection du BSA et a développé des pouvoirs similaires à ceux d'Evelyn. Ces derniers vont l'amener à se faire harceler par ses camarades de classe. Moqueries, intimidations, insultes, bref, elle n'a qu'une seule envie, perdre ses capacités et simplement devenir une adolescente normale. K, un agent du BSA, lui révèle alors qu'il y a peut-être un moyen d'y parvenir, un cristal qui serait en capacité d'en effet effacer le Megami-7 dans son corps et de par conséquent lui arracher ses pouvoirs. Alors on sait que Miranda l'aurait étudié, seulement ses recherches ont disparu en même temps qu'elle. Du coup le plan ça serait que Rose se lie à ce morceau de Megami-7 pour pouvoir rentrer en connexion avec toutes les consciences sauvegardées à l'intérieur et exploiter les souvenirs de Miranda à propos de ce cristal. Rose arrive dans une sorte de souvenir du château Dimitrescu, où elle fait la rencontre d'une sorte d'esprit, Michael, qui semble vouloir la protéger, mais également du duc, ou du moins une version maléfique masquée qui lui veut du mal. Elle réussit à sortir du château et arrive dans la maison Beneviento, où elle y revit certains de ses traumatismes. Michael, pour la réconforter, lui fait apparaître la maison de son père, Ethan, où elle y trouve une lettre de ce dernier, lui disant qu'il l'aime et qu'il sera toujours à ses côtés. Elle se fait ensuite surprendre par Evelyn qui la pourchasse, et les deux commencent à se battre. Mais Rose se fait sauver par la conscience d'Ethan. Elle arrive donc au village et trouve le fameux cristal dans une grotte, scelle ses pouvoirs dedans, et Miranda apparaît lui révélant que tout ça, ça faisait partie de son plan, pour encore ressusciter sa fille. Elle a en fait attiré Rose dans ce monde psychique pour qu'elle se débarrasse de ses pouvoirs car ils étaient devenus trop puissants pour notre antagoniste. Ethan revient, retient Miranda et implore à sa fille de partir. Rose décide alors de briser le cristal afin de retrouver ses pouvoirs qu'elle déteste tant pour affronter le monstre. Elle tue Miranda une bonne fois pour toutes et fait ses adieux à son père. De retour dans le monde réel, Rose dépose des fleurs sur la tombe d'Ethan avant de partir en mission pour le BSAA et c'est ainsi que se termine Resident Evil. Le devoir m'appelle. Je t'aime. Nous y voilà, on a enfin terminé. Et j'ai quelques petits trucs à vous dire avant de se lâcher. Après, si vous êtes venu pour la vidéo et que ce que je fais de manière générale ça vous intéresse pas, bah vous pouvez y aller. Parce que à mon avis, vous allez vous en foutre un peu. Mais pour les autres, bien, salutations. Pour commencer, oui, j'ai oublié des jeux, je le sais, et je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai pas parlé de Outbreak 1 et 2, de Survivor, ou même encore de Dead Aim. Pour la simple et bonne raison que je voyais pas l'intérêt de le faire. Avec cette vidéo, j'avais surtout envie de m'attarder sur les aventures des persos principaux. Aussi, j'ai skip pas mal d'éléments, de monstres et de sous-intrigues pour les mêmes raisons. Gagner du temps et favoriser votre compréhension.
Vous remarquerez ainsi que je n'ai pas une seule fois prononcé les noms Hunter ou Blue Umbrella. Cependant, n'ayez crainte, tout ça ce sera ajouté plus tard, puisqu'en effet je compte mettre à jour cette vidéo tous les 1 ou 2 ans, histoire d'au final pouvoir intégrer tous les contenus manquants, ainsi que les futurs jeux et films d'animation comme au hasard Resident Evil 9. Pour ce qui est des sources, j'ai beau avoir joué à quasiment tous les jeux, la licence possède parfois des parties qui m'ont fait péter un plomb à certains moments. Que ce soit parce que c'est mal expliqué, parfois incohérent, ou juste parce qu'il y a 10 000 intrigues qui se chevauchent en même temps, révélation bien sûr, j'ai parfois été contraint de m'aider de wiki ou même de vidéos d'autres créateurs de contenu, et s'il y en a bien 2 que je dois créditer, c'est Hunter Gaming qui lui rentre vraiment en détail pour chaque jeu, mais également GameSpot qui m'ont permis de mettre en place le squelette de cette chronologie, et j'entends par là que je me suis aidé de leurs travaux pour savoir dans quel ordre parler de tel ou tel jeu ou de moments importants. Après, si vous êtes vraiment curieux et que vous voulez tout vérifier, il y a un lien en description vers un document avec toutes mes sources, donc faites-vous plaisir. Aussi, je suis sincèrement désolé pour toutes les répétitions que j'ai fait, j'ai essayé de faire au mieux, mais bon, je vous mens pas, parfois c'est compliqué. Et pour finir, parlons des prochaines vidéos. Comme je l'ai dit au début, mon projet final, la grosse vidéo de l'année, ce sera un essai sur la saga de films de Paul W.S. Anderson. On y parlera ici de travail d'adaptation de jeux vidéo au cinéma, du genre du film de zombies, du projet inventé de George Romero, ainsi que d'une analyse du lore et des personnages et plus encore. Par contre, j'ai envie de faire les choses bien, donc je vous mens pas, je vais prendre mon temps. Cette année, c'est l'année du bac, et étant donné que c'est ce qui va définir si je pars travailler à McDo ou pas, bon, voilà. Du coup, cet essai vidéo sortira normalement en novembre, voire en décembre 2025, mais ne vous inquiétez pas, je vais pas me barrer pendant plus de 6 mois sans rien dire. Je pense donc que je vais reprendre les petites vidéos comme d'hab et en sortir une tous les 2 mois grand max. Voilà, sur ce, j'ai rien d'autre à dire, merci à vous de m'avoir regardé jusqu'ici, et merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent sur ce que je fais. Et notamment à vous les gars qui êtes là sous toutes les vidéos, je vais pas tous vous citer, vous vous reconnaîtrez, mais sincèrement merci à vous sur ce... C'était Grim, moi je retourne dormir.